Moi, je travaille à la fois, j'ai un peu deux objets, je travaille sur les journalistes et sur les médias, mais j'ai deux volets de recherche, hein. L'un sur la profession de journaliste. J'ai travaillé d'abord sur la formation des journalistes, c'était mon travail de thèse, et puis ensuite sur les carrières professionnelles. Et donc, je vais, dans ce cadre-là, surtout mobiliser ici toute une littérature sociologique sur la profession et les frontières du journalisme. Je vais faire un peu le prof à certains moments et je suis désolé si certains revivent certains moments de cours de sociologie des médias. Je travaille aussi sur le rapport de l'extrême droite aux médias. J'ai notamment mené une enquête sur le mouvement identitaire et sur la façon dont ils produisent ce qu'ils appellent eux-mêmes des buzz pour attirer l'attention du public et des journalistes. Voilà, il y a un rapport à la visibilité qui a déjà été abordé là précédemment. Et donc je vais vous en présenter un petit fragment plutôt sur les youtubeurs masculinistes. Je ne sais pas si à vos heures perdues vous allez voir ces chaînes-là. Je vais vous faire rentrer un petit peu dans ce monde-là. Alors, je me suis dit qu'il serait intéressant de mettre les deux en perspective. Je pense qu'on a tous et toutes des choses à dire sur le sujet à partir de nos expériences, au moins en tant que public des médias, certains d'entre vous en tant que producteurs de l'information ou en tant que formateurs de journalistes. Alors, comme l'indique le titre « Aux marges de l'information », c'est un sujet qui nous invite, me semble-t-il, plus ou moins explicitement, en tout cas à mon avis, c'est un des objets un peu latents de la journée. Ça nous invite à questionner les frontières du journalisme. Alors évidemment, c'est pas à moi de dire qui est journaliste, qui ne l'est pas, mais en tout cas, j'espère apporter quelques éléments pour ouvrir la discussion. Alors, dans un premier temps, il ne me semble pas inutile de donner quelques éléments de contexte qui ont à voir avec le sujet. Il y a 6 points, à mon avis, qui sont peut-être importants pour comprendre le contexte, l'écosystème informationnel dans lequel on est. Premier point, on a assisté au tournant des années 2000 à la fin de ce qu'on appelle le journaliste comme gatekeeper, c'est-à-dire que l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux a mis fin au quasi-monopole des journalistes dans l'accès à l'espace public, qui n'en ont plus le contrôle. Vous imaginez que pour moi, c'est quelque chose d'hyper important pour comprendre comment l'extrême droite a mobilisé, par exemple, les réseaux sociaux. Second point, le numérique augmente le nombre de personnes qui peuvent parler en public et autorise d'autres façons de prendre la parole, qui sont plus subjectives, plus intime, qui laisse plus de place à la manifestation de ses émotions. C'est des choses dont Valérie a déjà parlé et sur lesquelles je vais revenir. Troisième point, on s'est trouvé dans un contexte d'augmentation progressive de l'offre de médias, notamment entre chaînes de télévision, et par conséquent d'une augmentation de la concurrence entre elles. Ça a des effets également. Quatrième point, l'accès à l'information est davantage personnalisé. Ça veut dire qu'on y accède moins ou plus seulement à partir d'un média exclusif. Voilà, on n'est plus seulement l'abonné au Monde papier qu'on reçoit tous les matins et on y va aussi à partir de notre entourage numérique. Cinquième point, on a parfois tendance à exagérer ces transformations, mais en fait, les journalistes restent quand même très centraux dans l'espace public. Les JT de 20h font encore des audiences de 5 millions de téléspectateurs. Elles sont en baisse globalement, mais quand même les sujets qui font l'objet de discussions sur les réseaux sociaux sont en fait largement dépendants de ce que l'on traite dans les médias dits traditionnels. Je ne suis pas complètement à l'aise avec l'opposition traditionnelle nouveaux médias, j'en reparlerai. Donc on est plutôt en réalité sur une diversification des modes d'information plutôt que d'un remplacement. Dernier point, alors c'est vrai que la parole des journalistes est contestée, que le baromètre de la confiance des Français dans les médias semble baisser inexorablement, et donc que l'autorité des journalistes semble être moins, en tout cas, automatique. Alors, en amont de cette journée, je regardais un petit peu, je retournais un peu sur Twitter pour voir un peu comment les journalistes se présentaient sur les réseaux sociaux. En fait, c'est intéressant parce qu'on trouve beaucoup de modes de communication. Il y a des journalistes qui prolongent en quelque sorte le travail de production et de relais de l'information, mais il y en a qui simplement donnent leur propre opinion. Et puis on y trouve évidemment des influenceurs, alors que je définis comme des personnes qui prescrivent des normes dans tous les domaines de la vie. Et ça a souvent quand même une consonance un peu négative. En tant que journaliste, on placerait ça du côté de la communication, des communicants. Donc voilà, qu'est-ce qui relève du travail d'information et qu'est-ce qui n'en est pas? C'est un peu cette question que je vais essayer de démêler ici.
Je reviens donc sur la question des frontières. Qu'est-ce qu'on sait en sociologie sur les frontières du journalisme? Qu'est-ce que nous disent les sociologues sur cette question? Eh bien, ils insistent pour la plupart sur le flou en fait, de ces frontières et sur l'hétérogénéité de cette profession. L'idée qu'il y a plein de métiers en fait, dans cette profession de journaliste. On peut ajouter à cela des situations contractuelles et des conditions de travail qui sont très différentes, y compris sur la production de l'information, là, sur le numérique, sur ce que c'est qu'être journaliste sur les nouveaux médias. On n'en a pas encore beaucoup parlé, hein, les modes de rémunération, etc. Mais à mon avis, c'est quelque chose d'important pour comprendre le rapport de l'information. Et donc, on est... le journaliste dans son ensemble subit un mouvement de précarisation. Donc même si les journalistes sont susceptibles de se retrouver derrière une même idée de l'information, en fait, les façons de travailler sont assez différentes d'un professionnel à l'autre. Alors, pour s'en sortir, on peut essayer de questionner ce qu'est l'information à partir d'opérations de connaissance. Non plus tellement ce qu'est le journalisme, mais en quelque sorte ce qu'il devrait être. Qu'est-ce que l'on fait intellectuellement quand on produit de l'information et à l'inverse, qu'est-ce qu'influencer? Vous l'avez compris, dans un second temps, je vais vous parler de l'extrême droite et des médias, donc je vais donner une certaine façon d'influencer. Un sociologue, Olivier Voirol, oppose notamment l'information comme exploration et l'information comme oblitération. Je trouve que c'est une opposition qui est assez intéressante. Alors, dans un premier temps, là, je vais vous parler de ce qui différencie le travail d'information et celui que l'on oppose souvent de communication, et je reviendrai ensuite sur ces youtubeurs masculinistes. Donc, je vais d'abord dire des choses un peu trop générales, sans doute, hein, sur la profession de journaliste, sur ce qu'est l'information, mais ça ne me semble pas inintéressant de repartir de choses déjà plus ou moins connues pour qu'on explore ensuite d'autres aspects. Alors, première façon de répondre, le journaliste, c'est produire de l'information et l'information doit être différenciée de la communication. On sait que l'information a dû s'autonomiser de la littérature, de la politique, c'est toute l'histoire du journalisme, hein, de se différencier de ses concurrents, de la communication au sens large. Hein, je vous renvoie à l'histoire du syndicat national des journalistes, plus récemment à celle de l'histoire de la reconnaissance des cursus de formation, par exemple, et des critères. Donc voilà, les hommes de lettres ont laissé place aux journalistes via notamment l'invention du reportage. Il ne s'agissait plus de dire ce qu'il fallait penser, de prêcher la bonne morale, mais simplement de rendre compte de ce qu'il se passait pour laisser au public le soin de faire son opinion, en quelque sorte. Et donc, à l'inverse de la littérature, ce qui caractérise l'information, en fait, c'est qu'elle tend à être vraie et vérifiable. Elle est vraiment au cœur du lien de confiance tissé avec le public. Elle induit un attachement aux faits et une restitution d'une pluralité des interprétations. Donc voilà, ce qui sépare fondamentalement l'information de la communication, c'est en fait un certain rapport à la vérité. Là où ça se complique, c'est que le travail d'information comprend en fait une part de communication. Le journaliste s'est autonomisé de la communication et il n'en reste pas moins que la profession partage avec les auteurs, les cinéastes, les politiques, certaines compétences communes dans la mise en récit. La narration, c'est une compétence qui est vraiment centrale dans le journalisme. Elle constitue l'instrument permettant au public d'accéder à l'information. Elle permet une certaine sensibilité, elle organise un sens. Et les journalistes, comme les écrivains, les politiques, les communicants au sens large, ont des compétences proches de celles des conteurs. Ils en ont vraiment besoin. Ils réfléchissent à la façon de rendre leur papier intéressant, à capter l'attention du public. Et c'est d'ailleurs une compétence, Valérie l'a dit, hein, qui est aujourd'hui assez centrale dans l'apprentissage de l'écriture journalistique. Si on regarde les programmes d'enseignement des écoles de journalisme, là, sur les 20-30 dernières années, ce qui a beaucoup évolué, c'est notamment l'enseignement du travail de la voix, de la mise en image, des formes de narration qui étaient beaucoup moins présentes, évidemment, sur le modèle du CFJ de l'après-guerre, quoi. Mais aussi parce que la télé était sans doute, et l'image était sans doute moins centrale. Et ça fait aussi, dans mes entretiens avec les étudiants en journalisme, ça fait vraiment partie de la vocation de beaucoup d'entre eux, hein, qui aiment la créativité de ce travail de mise en récit. Mais on voit toute la difficulté qu'il peut y avoir de rendre compte de la complexité du monde sans en écraser le sens, en fait, sans utiliser un format narratif standardisé, préétabli. Idéalement, les procédés narratifs servent à établir en fait de nouveaux liens de cause à effet, mais ils peuvent aussi emprunter des raccourcis cognitifs.
On peut mettre en récit, comme le fait la littérature, la politique, mais sans que ce soit vrai ou en étant partiellement vrai. On peut aussi reproduire des préjugés, des stéréotypes sur des groupes sociaux. Donc c'est parce qu'il existe des compétences communes, un territoire commun, que les frontières entre information et communication au sens large sont assez poreuses, sont assez floues. Et d'ailleurs, la communication est la première sphère d'activité des jeunes journalistes qui ont besoin de compléter leurs revenus. Paradoxalement, c'est en fait plus facile après une école de journaliste de faire de la communication que du journaliste. On y trouve plus facilement du travail. Donc voilà, l'idée à retenir ici, c'est que dans l'idéal, en fait, les compétences en communication, elles valorisent l'information. En fait, elles vont pas à l'encontre du travail d'information. Elles la rendent intelligible, mais elles peuvent aussi aller à son encontre. Dernière réflexion sur les frontières du journalisme, qui se fondent davantage cette fois sur les conditions matérielles de production de l'information. Dans certains cadres médiatiques fixés à l'avance, dans des logiques de production qui sont très contraintes en temps et en place, la liberté est insuffisante pour en fait produire des articles autres que prêts à penser. C'est quelque chose qui revient fréquemment, notamment dans les entretiens chez les jeunes journalistes, qui m'expliquent la difficulté de produire un article original dans un temps court, parce que c'est difficile de partir en exploration sur un terrain en 2 heures seulement et d'en venir avec quelque chose d'assez original finalement. En fait, dans ce cadre de production-là, et avec l'expérience, ils savent plus ou moins avant même de partir ce qu'ils vont écrire et ils anticipent ce que l'on attend d'eux. Ils vont même chercher les discours dont ils ont besoin pour composer leur papier. Voilà, moi, avant d'être sociologue du journalisme, j'ai une expérience de 3 ans comme correspondant de presse. C'est un des modes d'apprentissage qui m'a marqué, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, on a vraiment le papier en tête quasiment au moment où on est sur le terrain, quoi. Enfin, tout ça rappelle que une des entraves à la production d'une information originale, enfin, c'est pas en quelque sorte la volonté, mais c'est simplement une question de moyens. C'est aussi parce qu'elle coûte cher qu'elle demande du temps et des moyens. Et cette réflexion nous invite à questionner l'assimilation en fait que l'on peut être tenté de faire entre, d'une part, journaliste et producteur d'informations, et d'autre part, influenceur qui ferait un travail de communication. En fait, quand on s'intéresse aux conditions réelles de production de l'information, on observe qu'on peut être journaliste et se trouver dans une opération intellectuelle assez proche de celle que l'on reproche aux influenceurs, d'être normatif. On peut, à l'inverse, se poser la question, que je ne développe pas ici, de est-ce qu'on peut être influenceur tout en effectuant un travail de production de l'information ? Donc, je vais vous parler ensuite, dans une seconde partie, des logiques de l'influence. Et je vais, alors d'une certaine influence, évidemment, puisque je vais vous parler de l'extrême droite, du travail de confusion qu'ils réalisent, mais aussi de mise en visibilité de leur production. Quelques éléments généraux sur l'ajustement de l'extrême droite aux nouveaux médias. Ce qui est intéressant quand on travaille comme ça sur l'extrême droite depuis 25 ans à peu près, c'est qu'on voit comment il y a toute une extrême droite qui se définit parfois comme métapolitique et qui s'épanouit principalement dans les marges de l'espace médiatique, en périphérie de l'espace public en quelque sorte. Là, je vais vous parler d'une forme d'influence qui relève bien de la communication, qui est vraiment diamétralement opposée à une logique d'information. Et c'est ce qui est intéressant dans ce cas, c'est en quelque sorte de dire ce que l'information n'est pas à travers ce cas-là. D'un côté, on sait que l'extrême droite sur Internet se caractérise par une forte opposition entre un « nous » et un « eux » réifié, un ton fortement polémique, ou encore par une réification de l'identité de l'individu. Et de l'autre côté, on sait que les réseaux sociaux favorisent eux-mêmes des discours tranchés, polémiques. Ils sont aussi soupçonnés de propager des fake news et d'avoir des algorithmes qui les valorisent. Donc voilà, c'est en quelque sorte un mariage auquel on assiste entre une partie des réseaux sociaux et de cette extrême droite. Alors comment positionner l'extrême droite que j'étudie dans les logiques que j'ai décrites précédemment? D'abord, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette extrême droite reprend à son compte des techniques journalistiques qui rendent compte de la véracité des faits.
Les groupes identitaires sur lesquels j'ai enquêté produisent en tout cas des médias qui mobilisent des interviews, des reportages, des techniques de narration qui sont très proches de celles des journalistes. Ce sont des médias dits de réinformation qui entendent reprendre vraiment les codes journalistiques dominants et donc ils entendent dire la réalité ou dire ce qu'est la réalité. Autre élément, une partie de cette extrême droite réfute en fait la distinction entre information et opinion. Pour eux, toute information est en fait une opinion, il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc c'est vraiment une négation du travail journalistique. Et ils ont tout intérêt à ce que le journalisme, en quelque sorte, disparaisse. On voit tout l'avantage pour eux à évoluer dans ce qu'on appelle parfois une post-vérité, qui se caractérise, selon le philosophe Mathias Girel, par une indifférence à l'égard du vrai. Et c'est toute la difficulté du brouillage des frontières auxquelles on se confronte, parce que certaines productions journalistiques peuvent avoir l'apparence de l'objectivité, mais sans le contenu. C'est le ressort humoristique d'un média comme Le Gorafi, par exemple, qui propose des énoncés a priori absurdes, mais dans un enrobage journalistique. C'est ce qui est marrant. Et c'est évidemment une des difficultés aujourd'hui pour distinguer le vrai du faux. Contrairement au travail d'information, la mise en récit qui est utilisée par cette extrême droite vise à confirmer une vision du monde qui est déjà là. C'est-à-dire que les militants dont j'ai fait partie au cours de mon enquête sont formés à voir ce qui, dans l'actualité, pourrait être repris pour valider les thèses de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on est formé à lire la presse et à repérer en fait, les éléments qui pourraient être interprétés à la façon du logiciel, on va dire, de l'extrême droite. On en a eu un exemple assez récent avec l'affaire Lola, qui a été travaillée dans la logique de l'immigration et du grand remplacement. Donc on évolue ici vraiment dans un monde qui est cognitivement clos. Et je dirais même que c'est la capacité à clôturer ce monde, à durcir les frontières entre un nous et un eux. Les féministes, les musulmans, les woke, ça c'est le monde des autres auquel ils s'opposent. Et c'est donc cette capacité à clôturer ce monde qui suscite de la notoriété, qui suscite de la visibilité dans ces médias. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde de près ces différents médias, on se rend compte que les youtubeurs qui sont en fait les plus suivis sont ceux qui suivent la logique de production médiatique la plus opposée à celle visant à produire de l'information. Les plus populaires sont des hommes et qui vraiment incarnent leur discours jusque dans leur corps, qui sont gonflés par un travail de musculation. Ils sont aussi reconnaissables par le style de leurs vidéos et par la masculinité offensive qu'ils affichent dans leur contenu. Ils sont d'extrême droite, mais en fait, je les qualifie d'abord comme masculinistes parce que c'est vraiment le premier, c'est par ce premier attribut, en tout cas, qu'ils suscitent un lien avec le public. Ils utilisent un ton sarcastique, des insultes, de la vulgarité. Ils ont des contenus puérils. Ces contenus sont faits vraiment pour que le public puisse s'identifier à ces modèles de masculinité, à ce qui est une identification positive. Chaque vidéo se présente un peu comme une sorte de combat qui vise à la façon d'un battle de rap à rabaisser son adversaire en démolissant l'autre par des insultes qui dévaluent son corps, qui réduisent l'autre presque physiquement. De la même manière qu'il personnalise l'information, l'adversaire est lui aussi personnalisé. En fait, on ne va jamais travailler des causes impersonnelles en quelque sorte. Alors c'est vraiment une performance de genre. Par exemple, un de ces youtubeurs, Baptiste Marchais, il se met en scène en train de vraiment, il appelle ça repas de seigneur, en train de manger des quantités énormes de viande. Enfin, c'est vraiment ce genre de choses. Certains font des combats de boxe, etc. Donc voilà, c'est un univers d'hommes, mais en fait, YouTube est un univers masculin. Je vous invite à regarder les chaînes les plus suivies. Et qui incarne la virilité et qui, donc je le disais, suscite un lien d'identification positif avec le public. Alors c'est vraiment une forme de communication qui est très efficace pour souder une communauté qui se sent valorisée. Elle comprend de fortes charges émotionnelles avec un discours soit qui nous attire ou qui nous répulse, mais sans attachement en fait à des formes d'objectivation. D'ailleurs, c'est impossible de débattre avec eux parce que le contenu ne se fonde pas sur des faits et on ne peut pas contredire un discours qui est totalement subjectif, qui se fonde seulement sur les sentiments des individus.
Alors, ouais, il y a une vidéo, une photo qui a bougé, mais là, vous avez un YouTuber qui s'appelle Valek et qui se met en scène avec une voiture de sport. C'était juste pour vous montrer comment ils peuvent avoir des chaînes YouTube, mais ils peuvent aussi se mettre en scène, notamment sur Instagram. Ils montrent aussi leur intimité. En fait, ces youtubeurs, ils constituent ce que l'on peut appeler des micro-célébrités. C'est quoi une micro-célébrité? Ce sont des individus qui sont bien connus d'un certain public, de sympathisants, de fans, mais qui restent en fait relativement méconnus du grand public. Pour susciter de l'attention et maximiser le nombre de followers, certaines micro-célébrités ne tentent pas de se départir de leur stigmate. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont justement incarner une certaine représentation violente, sauvage, radicale, et jouer en quelque sorte avec la caricature que l'on fait d'eux-mêmes. Ils exagèrent en fait l'expression de leur virilité. Ils embrassent donc les stéréotypes par lesquels on les désigne, en façonnant un personnage hors norme de façon à attirer l'attention, à satisfaire les attentes des consommateurs et à sortir de l'anonymat. C'est vraiment une attitude qui leur permet cette mise en visibilité, mais en même temps, elle les condamne à rester aux marges de l'espace médiatique. Un petit graphique, simplement pour vous donner une échelle de grandeur et vous montrer que pourquoi micro-célébrité? Parce que même si le nombre de vues peut être le nombre de followers peut être impressionnant, le Raptor, c'est le youtubeur masculiniste le plus suivi. Il est à 731 000 abonnés. À la fois, il est quasiment au même niveau que Marine Le Pen, qui a 760 000, mais en même temps, ils sont super loin de Squeezie, qui est la première chaîne YouTube la plus suivie, qui a 17 millions de followers. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, on parle de réseaux sociaux, de médias dont on peut penser qu'ils sont marginaux, à la périphérie de l'espace public. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est que certaines chaînes, on parlait d'Hugo Décrypte tout à l'heure, deviennent en fait mainstream, tout en étant sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a vraiment plusieurs mondes qui se côtoient ici. Donc, pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est que les youtubeurs masculinistes constituent en fait l'archétype d'une logique médiatique visant à enfermer et à confirmer les individus dans ce qu'ils sont et ce qu'ils savent déjà. Il y a effectivement un risque d'affaiblissement de l'espace public parce qu'il devient difficile, je le disais, avec cette logique de confronter des arguments. On a vu aussi que le rapport à la vérité était vraiment ce qui caractérisait au fond le travail d'information. Et justement, les médias d'extrême droite accompagnent souvent en même temps des entreprises de relativisation du vrai. Elles s'épanouissent dans un espace médiatique indifférent et même méprisant à l'égard des vérités établies par des autorités scientifiques légitimes. Ce cadre, qui est caractéristique de ce qui serait un régime de post-vérité, fait primer les émotions, le ressenti intérieur, subjectif, sur une démarche scientifique qui recourt à l'examen des faits. Alors vous vous rappelez peut-être de cette sortie de Julien Pasquet, un présentateur de CNews en 2020, qui lors d'un débat sur l'ensauvagement, pour éviter un débat sur les chiffres de la délinquance qui risquait de faire relativiser le dit ensauvagement, proposait d'arrêter de parler des chiffres. Si on s'attachait au ressenti des Français, on s'en fiche des chiffres, il y a un sentiment dans le pays, etc. C'est de ça dont je parle. Et là, on sort effectivement de ce qu'on appelle les nouveaux médias. C'est aussi un rapport à la vérité que l'on peut retrouver dans certaines émissions de plateau qui offrent un dispositif valorisant un confort cognitif, émotionnel du public qui n'est pas heurté. Et qui peuvent utiliser aussi des faits divers pour confirmer ce que le public pense déjà. Par exemple, la société serait de plus en plus violente, principalement à cause de l'immigration, mais ce qui tend en même temps à isoler, à enfermer le public dans un environnement homogène,
où les orientations politiques réactionnaires sont valorisées. Et donc, selon ce principe, la force de la conviction, en fait, hein, l'emporte sur la démarche d'objectivation. Alors, en ouverture, hein, vraiment pour finir, je dirais que, effectivement, pour prolonger des débats déjà qui sont nés déjà précédemment, il y a effectivement un enjeu à ne pas être sur la défensive. Et au fond, à proposer un journalisme où justement ce rapport à la vérité reste au cœur de l'entreprise journalistique, avec l'idée de chercher évidemment des formes de narration qui permettent de décliner et d'adapter cette rigueur journalistique vers de nouveaux formats et de nouveaux publics. Voilà pour cette présentation. Mais c'est surtout pour... présentation qui avait vraiment, en tout cas, pour but d'amener surtout des questions et d'amorcer des débats, hein, évidemment. Pas... Merci beaucoup. Oui, effectivement, on n'a pas beaucoup de temps pour laisser quand même un petit peu de temps de pause avant de reprendre la prochaine table ronde qui est prévue à 11h15. On peut prendre une question. Valérie ? Ouais. Est-ce que tu... Oui, c'est bon. Alors, ma question est la suivante. Tu expliques très bien que ces influenceurs masculinistes poussent le trait de certaines caractéristiques qui peuvent leur être reprochées. Est-ce que ce phénomène est connu par ailleurs? Est-ce qu'on peut le retrouver dans d'autres situations autres que médiatiques, cette espèce de retournement de quelque chose qui est critiquable, mais qui devient une façon aussi de faire communauté et de faire média presque? On le retrouve notamment, alors il y a eu des études là-dessus, sur la drill, ce courant du rap, où on va un peu se comporter comme des gangsters en vraiment incarnant une violence et une radicalité forte. Et en fait, c'est par ce procédé qui vise aussi à provoquer, en fait, que l'on va être vu, que l'on va être visible et que l'on va monter en quelque sorte sur les réseaux sociaux. C'est une façon finalement d'émerger quand on n'a pas d'autres ressources que les réseaux sociaux pour être visible rapidement. Oui, alors, juste une petite question. Est-ce que vous avez remarqué à l'extrême droite, est-ce que vous sentez que vous pourriez faire les mêmes constats à l'extrême gauche? Ce qu'on sait sur l'extrême gauche, c'est qu'historiquement, il y a un rapport à la vérité qui n'est pas le même. Voilà, c'est ce que montre par exemple Sylvain Laurence sur le courant rationaliste, avec plutôt une volonté de mobiliser une expertise, en quelque sorte, pour administrer des arguments politiques. Alors, je pense que ce sera intéressant d'avoir ce débat, par exemple, avec Ludovic Torbet d'Osons Causer, qui sera là tout à l'heure, a priori, sur la façon dont lui il fait, comment il prépare ses vidéos. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a quand même un travail ici d'expertise, d'aller voir des autorités scientifiques pour fonder le discours. Alors, dans quelle mesure c'est un travail qui pourrait se rapprocher de celui d'un journaliste, voilà, à quel point il va recouper ses sources, etc. Je ne sais pas.